Alors moi j'ai un paradigme qui est assez exceptionnel, enfin particulier. Je ne suis aucune news. Je ne veux rien savoir. Je coupe le bruit à je ne veux rien savoir. Je coupe absolument tout. Il n'est pas Mhm. passé quand on passe par Binance, on est KYC, donc on sait que c'est nous qui achetons le Bitcoin. Quand on passe par le réseau et le minage, le Bitcoin qui arrive, il est vierge, parce qu'il sort du réseau. Et donc cette spécificité permet d'être extrêmement privé. Alors, moi j'ai rien à cacher, hein, Oui. mais juste j'aime bien avoir un peu de vie privée sur ce que je fais en fait. Parce que personnellement, je ne m'expose pas sur l'or pour une raison très simple. Je vois l'or comme une sécurisation du patrimoine. Et moi, Ouais. comme je suis jeune, je suis en création de patrimoine. Donc Ouais. plus tard, je me rentrerai sur l'or, mais aujourd'hui, comme je développais du capital, je ne vais pas m'exposer à l'or parce que le gain sera moins important que sur du Bitcoin. Pas de bruit ambiant, pas de news, pas de télégramme, etc. Des bougies bien, bien larges, bien épaisses qui nous montrent des vrais signaux avec des indicateurs qui ont des vrais signaux. Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle interview où nous allons ensemble entrer dans la tête d'une investisseuse ou d'un investisseur crypto. L'objectif de ce format est simple, apprendre des expériences des autres, comprendre leurs réussites et leurs erreurs et surtout pouvoir en tirer des enseignements concrets pour pouvoir affiner notre propre approche. Chaque investisseur a une histoire unique, des stratégies qui lui sont propres et une vision du marché qui peut nous inspirer. Toutefois, avant de commencer, je dois vous rappeler que cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Que ce soit les invités ou parfois moi-même, nous parlons d'argent, nous parlons d'investissement, nous parlons de projet, nous donnons notre vision sur le marché et tout cela n'engage que nous et rien dans cette vidéo ne constitue un conseil en investissement. Ceci étant dit, on attaque par ce nouvel épisode. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Avant de continuer cette vidéo, je suis très heureux de vous présenter ce premier partenariat qui permet de soutenir le travail fourni sur cette chaîne. Une chaîne qui a bien grandi depuis son lancement et je vous en remercie infiniment. Je reçois de plus en plus de sollicitations et j'ai choisi Bitpanda pour m'accompagner tout simplement parce que je suis client chez eux. Je vais vous présenter succinctement pourquoi, mais également quels sont les inconvénients et les limites que je trouve à cette plateforme pour être tout à fait transparent et objectif. Bitpanda, c'est une entreprise qui a été créée en 2014 en Autriche et c'est une des premières à avoir eu l'agrément MiCA en début d'année 2025. Le gros avantage de cette plateforme, c'est que c'est une plateforme tout en un qui permet d'avoir des cryptos, des actions, des ETF, des matières premières et des métaux. Donc ça, c'est vraiment top de pouvoir tout centraliser au même endroit. C'est une plateforme qui est simple et intuitive et qui dispose de fonctionnalités qui sont très intéressantes comme le DCA, donc avec son plan d'épargne, la possibilité également de mettre des ordres limites, la possibilité d'avoir une carte de Visa avec du cashback en Bitcoin, de pouvoir faire travailler ses cryptos avec du stacking, le fait de pouvoir faire travailler également son cash avec Bitpanda Cash Plus. Je ne vais pas présenter toutes les fonctionnalités, il y en a pas mal. C'est une plateforme qui est innovante. Ils ont sorti il y a quelques mois Bitpanda Fusion qui permet de faire du trading. Le Web3 Wallet également qui permet de se connecter à la finance décentralisée. Donc une plateforme qui est vraiment très complète. Il y a zéro de frais de dépôt et de retrait pour le cash. Donc ça, c'est aussi également un avantage. Des clients qui sont satisfaits. Si on en croit en tout cas les avis sur Trustpilot, il y a plus de 13 000 avis. Maintenant, côté inconvénient, donc on est sur une plateforme centralisée, donc il y a le risque de contrepartie en laissant ses cryptos et ses différents actifs dessus. Pour autant, côté crypto, on n'est pas sur des dérivés, donc on peut transférer ces cryptos, mais également les retirer vers d'autres portefeuilles qui nous appartiennent. Et également, au niveau des frais et des commissions, on est dans le standard des courtiers comme Finari et Swissborg, donc on n'est pas dans les plateformes les moins chères. On est aux équivalents environ de Coinbase, mais on reste plus élevé en termes de frais que des plateformes 100% crypto comme Binance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'ai également réalisé une vidéo où je compare 7 plateformes qui sont sur la liste blanche AMF. Je vous mets le lien ici si vous voulez en savoir plus. Et si, comme moi, vous êtes intéressé par les services de Bitpanda, je vous invite à vous inscrire via mon lien d'affiliation qui est disponible dans la description pour bénéficier d'une offre exclusive. Ceci étant dit, on reprend la vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Louis Denis, investisseur depuis 2020. Il accompagne ses clients dans la sécurisation et la valorisation de leur patrimoine
via Bitcoin. Son approche pédagogique et rigoureuse en fin d'interlocuteur de confiance pour les investisseurs souhaitant intégrer Bitcoin dans une stratégie patrimoniale long terme. Il est avec nous aujourd'hui pour nous partager son parcours, sa vision et ses conseils. Bienvenue Louis et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert les cryptos et ce qui t'a motivé à investir dessus? Donc, bonjour, merci de m'accueillir ici dans ce podcast. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à la crypto? Moi, faut savoir qu'à la base, j'avais fait un mémoire de fin d'études sur les marchés financiers et comment enfin la virtualisation de la monnaie de manière générale, euh, Hmm. qu'est-ce qui se passait en fait. Et donc, je suis rentré dans ces sujets-là, j'ai rentré dans comment fonctionne la monnaie, la masse monétaire, la création, la destruction monétaire. Hmm. Le rapport avec la banque centrale, comparé aux banques commerciales, etc., etc. Toutes ces choses-là, j'ai appris des choses lors de ce mémoire sur ces sujets-là. J'ai aussi découvert beaucoup de choses sur les marchés financiers et j'ai mis une partie crypto-monnaie dans ce mémoire. Et donc, ça a été ma porte d'entrée vers le monde des crypto-monnaies. J'ai dû rédiger mon mémoire au mois de juin 2020, donc post-premier confinement Covid. J'ai commencé à investir mes premiers euros en juillet 2020 aussi. Suite à ces premiers investissements, bon, bah, j'ai fait un peu comme tout le monde, j'ai ouvert toutes les plateformes possibles et imaginables, j'ai essayé tout ce qui était possible et imaginable d'essayer. Je passais beaucoup de temps à pas faire grand-chose au final, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je me spécialise, il faut que je me forme, sinon je vais jamais y arriver, parce que je vais me perdre dans tout ça. Donc Hmm. en novembre 2020, j'ai rejoint une école de trading donc sur Internet, qui m'a permis d'apprendre les bases du trading et donc de rider le mouvement 2020-2021 et de faire une plus-value assez intéressante qui a été sécurisée, parce que j'ai pu revendre au bon moment. Ok. Donc j'ai multiplié par 5 mon investissement en du coup 18 mois, quelque chose comme ça. J'étais sorti le jour de Noël à 50 000 dollars. Ok. Que ça, c'était ma première expérience un peu, c'était pas encore mon métier. Je travaillais sur le côté, voilà, j'avais un boulot comme tout le monde. Suite à ces bons résultats, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, j'avais un coup à jouer, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris des études en finance, parce que je viens pas forcément du milieu financier de base, Ouais. parce que ça me plaisait, parce que j'avais des bons résultats, etc. J'ai intégré un cabinet de gestion de patrimoine en alternance. D'accord. Là, dans ce cabinet, j'ai pu développer la partie crypto Ouais. en interne. Donc voilà, et après, quand on devient professionnel, forcément, on a accès au réseau, etc. Ça fait 3 ans à peu près que j'ai travaillé dans ce milieu-là pendant un peu moins de 3 ans. Et depuis, je suis indépendant et donc j'accompagne mes clients sur des stratégies Bitcoin, de la mise en place de stratégies Bitcoin, de la sécurisation, etc., etc. Voilà, je pense que j'ai rien oublié, mais on va développer de toute façon au fil de podcast. Ouais, bien sûr. Le mémoire, c'était quelle étude que tu faisais pour... c'était un sujet sur la masse monétaire, c'est toi qui l'avais choisi ou Ouais, c'était... c'est moi personnellement. En fait, les cryptos et l'économie, etc., c'est des sujets qui m'ont toujours intéressé. J'ai Ouais. jamais pris le temps quand j'étais étudiant enfin, après le bac, j'ai fait un bac S. J'ai pas choisi de faire de l'économie parce que je connaissais pas en fait. J'avais personne autour de moi qui était là-dedans. Comme j'ai pas Ouais. fait un bac ES, donc économique sociale, je connaissais pas du tout. Et donc, bah, je savais pas trop. Donc, j'ai fait quelque chose de plus généraliste en commerce, études de commerce un peu plus classique. Et j'ai découvert quelques cours d'économie et c'est là que j'ai été introduit à la crypto-monnaie. Mais j'ai jamais pris le temps, en fait, de m'y intéresser plus que ça et à l'économie de manière générale. Et donc là, mon mémoire de fin d'études, qui était un mémoire, moi, je faisais un cursus de commerce international. En fait, j'habitais à l'étranger avant que le Covid arrive et que bah, j'ai dû rentrer en France. J'étais forcé de rentrer en France. Ouais. Donc voilà. Euh, et, et donc j'ai choisi moi-même de faire un sujet économique parce que je me suis dit, bah, si je veux commencer à vraiment me mettre dans le sujet, faut que je prenne un truc, faut que j'utilise ce mémoire pour me lancer dedans. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris un sujet qui était relié économie, financier, etc. Et donc j'ai pu avancer comme ça. Mais à la base c'était quelque Et chose donc, de... Oui, en creusant sur la monnaie, sur l'économie, ça t'a ouais, amené à Bitcoin. c'est ça. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, tu vois qu'il y a beaucoup de dérives monétaires, de dérives des marchés financiers.
que la création monétaire, aujourd'hui, elle sert plus à financer les marchés financiers, sauf que c'est un entre-soi et que ça redescend pas forcément dans l'économie réelle, ce qui est la base normalement des marchés financiers, c'est de lever de l'argent pour financer l'économie réelle. Sauf qu'aujourd'hui, comme c'est un peu Mm. bullaire et que bah, c'est beaucoup sur Wall Street, etc., et aussi en Europe et au Japon et en Chine, etc., les capitaux circulent dans la main de gros hedge funds, ce genre de choses, mais ne redescendent pas forcément dans l'économie réelle. On a pu avoir le cas en Mm. 2020 avec l'argent qui a été créé euh, suite à la crise du Covid. Et on a eu les marchés qui ont explosé. Est-ce qu'il y a eu des retombées dans l'économie réelle? Je suis pas sûr parce que bon, on a eu une inflation énorme, il y a quand même eu un arrêt de l'économie assez brutal. Donc voilà, c'est encore une Mm. dissonance qui, à mon sens, était problématique. Et donc c'est là que Bitcoin est venu avec ce côté souveraineté monétaire, avec ce côté monnaie anti-inflationniste, Mm. donc avec quelque chose qui est régulé qu'on peut pas modifier à notre bon vouloir. Ce qui est le cas en fait des monnaies fiat aujourd'hui. Un retour un Ouais, peu à l'or, l'or numérique. Voilà. ouais, ouais, tout à fait. Ok. Et donc aujourd'hui, Bitcoin, toi, tu le vois comment? C'est quoi ta vision sur Bitcoin? Tu le qualifies de quoi? D'un point de vue, d'un point de vue structurel, fondamental, tu veux dire? Est-ce que, oui, oui. Hmm. Bah écoute, moi je le vois comme l'or numérique, pour être très. Moi je pense que c'est l'or numérique. Je le vois pas comme un moyen de paiement aujourd'hui, parce que bon, il y a le côté politique en Europe, en Occident, qui fait que ça n'arrivera jamais. Mais bon, est-ce que c'est technologiquement, c'est quelque chose de différent. Dans les pays qui ont pu utiliser Bitcoin comme moyen de paiement, on se rend compte qu'en fait, les gens n'utilisent pas trop Bitcoin comme moyen de paiement. Pourquoi? Parce que c'est une valeur refuge, c'est une valeur, on stocke de la valeur, comme pouvait l'être peut-être l'or à l'époque, sauf Mm. que la différence, c'est que pour transporter 10 kilos d'or, c'est compliqué. Pour transporter du Bitcoin, il suffit un portefeuille et on peut voyager avec la même valeur. Donc pour payer, je suis pas persuadé que ça soit une bonne chose. Par contre, pour stocker de la valeur, pour par exemple ce que veulent faire les États, comme ils font avec l'or, avoir des réserves en Bitcoin, je trouve que c'est tout à fait une bonne logique. Pour moi, ce qui va être moyen de paiement, ça va plutôt être tout ce qui est stablecoin. Parce qu'on est sur des monnaies Mm. stables, on est sur des cryptos, sur des infrastructures blockchain, des layers 2 Ethereum notamment, ou même sur d'autres blockchains, extrêmement rapides, extrêmement scalables. Ce qui permet bah, un meilleur échange. Bitcoin, il y a le Lightning, mais il y a des contraintes techniques. Et le réseau Bitcoin, les transactions peuvent être longues. Bon, pour envoyer des gros montants, ça reste le plus sécurisé et ça peut être intéressant. Mais pour faire des micro-paiements, Bitcoin, c'est pas adapté. Alors que Mm. si vous allez faire vos courses, payer en Bitcoin, attendre 10 minutes à la caisse, chacun doit attendre 10 minutes, ça va être long de faire ses courses. Alors que avec de l'USDT ou USDC ou autre d'ailleurs, c'est pas très important ça, sur un layer 2 spécialisé, c'est quasiment instantané. Même c'est instantané. Ouais, ouais, Donc ouais, ouais, je pense pas que Bitcoin soit un moyen de paiement à terme. ouais. Donc c'est l'or numérique. Est-ce que tu penses que c'est l'or numérique qui va remplacer l'or physique? Bonne question, je sais pas. Moi j'aime bien faire les deux, moi j'aime bien faire un couple. Parce que je trouve qu'ils se Ouais, complètent. On en a un qui est solide physique, on en a un qui est dématérialisé. Parce qu'il faut savoir aussi que ma deuxième spécificité, c'est les métaux précieux. Donc, j'ai été d'accord. d'or, acheteur et vendeur d'or de silver, d'argent. Donc, voilà, j'ai D'argent. cette double Mm. casquette qui est intéressante. Et Mm. pour moi, ils se complètent bien. Il y en a un qui est extrêmement euh, volatile, l'autre Bitcoin, l'autre qui est l'or qui est supposément stable, même si bon, on a vu dernièrement qu'il a beaucoup explosé, mais en général en période de crise, l'or augmente. Donc je trouve qu'ils se complètent bien. Donc non, je pense qu'il faut les voir comme des complémentarités, pas comme des oppositions. Ok. Donc du coup, tu t'exposes également aux métaux précieux, et peut-être plus particulièrement à l'or. J'ai alors personnellement, je ne m'expose pas sur l'or pour une raison très simple. Je vois l'or comme une sécurisation du patrimoine. Et moi, Ouais, comme je suis jeune, je suis en création de patrimoine. Donc, ouais. plus tard, je me rentrerai sur l'or. Mais aujourd'hui, comme je développais
du capital, je ne vais pas m'exposer à l'or parce que le gain sera moins important que sur du Bitcoin. Et on y reviendra plus tard aussi, de mon passé, mon passé même, c'est assez actuel, mes compétences de trading me permettent, grâce à Bitcoin, de faire des rendements beaucoup plus importants que ce que proposait de l'or. Voilà. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je Hmm. reste sur Bitcoin seulement. Mais à terme, la vision patrimoniale, un couple Bitcoin-or est quelque chose d'assez intéressant. Et pour moi, je le fais pas parce que bah, je suis en création de capital aujourd'hui. Ouais, ok. Et au niveau des autres classes d'actifs, immobilier, bourse, La bourse, j'y pense. est-ce que c'est des classes qui t'intéressent? La bourse m'intéresse parce que c'est graphique. Moi, Mhm. le trading, c'est comme ça que je fais mon que j'arrive j'ai des compétences et que j'arrive à faire du rendement. Donc la bourse, c'est un peu la même chose. Il y a des graphiques, donc il y a des similarités. Après, les marchés sont différents, mais bon, chaque marché est différent, chaque actif est différent en réalité d'un point de vue marché pur structurel. Ethereum et Bitcoin n'ont rien à voir, par exemple, d'un point de vue marché. Alors qu'on se dit c'est les cryptos, c'est la 1, c'est la 2, mais pas du tout. Les réactions graphiques et les façons dont réagit chacun des deux marchés est extrêmement différent. Donc sur les actions, c'est pareil, il faut juste adapter au marché. Moi, je le fais pas aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà, c'est le manque de liberté, je trouve. Sur les cryptos, on peut tout faire en façon décentralisée. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas en Ouais. bourse. Et moi, c'est quelque Mhm. chose que j'aime. De pouvoir, à 2 heures du matin, connecter ma ledger et faire des swaps décentralisés sans que demander rien à personne. Peut passer, j'en sais rien moi, de l'Ethereum à de l'USDT, puis aller faire du rendement, puis après emprunter sur Aave, tout ça en 2 heures, même pas en quelques minutes, de façon décentralisée, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est une flexibilité très intéressante. Ce qu'on n'a pas forcément en bourse. Et il y a aussi le souci, c'est que quand on est sur compte titre sur CTO, quand on fait de l'achat-revente, on est fiscalisé à chaque fois. Donc, ce qui fait que ça peut être, moi, en tant qu'acheteur-revendeur régulier, ça peut être problématique. Il y a tout ce qui est PEA, etc. Sauf que c'est tout ce qui va être européen. Et moi, je suis plutôt de marché américain. Ouais. Donc, c'est en réflexion. Je dis pas oui, je dis pas non. Je sais pas encore. Je me Ouais. dis plutôt pour de l'investissement plus passif, par exemple du S&P 500 ou ce genre de choses. Sur un PEA, il y a des ETF européens qui permettent d'accéder à ça. Ça pourrait être intéressant, mais j'ai pas encore passé le pas parce que, encore une fois, j'ai des très bons rendements avec Bitcoin, donc je vois pas pourquoi j'irais ailleurs. C'est un peu ça ma Hmm. problématique aujourd'hui. Mais la bourse, Et- c'est quelque chose qui me plaît, ouais. Et pour répondre entièrement à ta question sur la partie immobilière, ça me parle pas personnellement, parce que bah, je voyage pas mal. L'immobilier, il faut quand même être pas mal sur place pour gérer bah, ses locataires, etc. Enfin, tu connais le sujet mieux que moi. Euh, donc aujourd'hui, pas forcément. Pas forcément. Par des contraintes, on va dire, physiques, je préfère être sur des actifs que je peux gérer n'importe où dans le monde. Parce que là, je suis dans le sud de la France, mais il y a encore 2 semaines, j'étais en Europe de l'Est. Et puis je vais repartir encore. Donc voilà, si je dois gérer un parc immobilier, c'est un peu complexe, je pense, à distance. C'est pas impossible, mais effectivement, c'est des contraintes. Ça nécessite d'avoir des gens de confiance quand même sur place. Voilà. L'immobilier, c'est pas ce qu'il y a de plus passif. Hmm. Contrairement à ce que certains essayent un peu de faire croire, l'immobilier, c'est du taf. Ouais, ouais, non, mais je me doute bien. Je me rappelle, j'avais quelques clients marchands de biens. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert ce paradigme un petit peu grâce à eux. Qu'en Mm. fait, bah, il habitait en Espagne. Et souvent, son parc était dans le nord de la France, je sais plus exactement où. Il avait plusieurs appartements, plusieurs maisons, mais il devait remonter tous les mois quasiment parce qu'il y avait toujours une histoire de chasse d'eau, de clim, de ce que vous voulez à régler. Et donc, Mm. bah, il y a beaucoup d'allers-retours. Et du coup, il a Ouais, tout ouais. vendu pour pouvoir continuer à vivre en Espagne et faire autre chose. Mm. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, l'immobilier, ça peut être intéressant, mais c'est pas ce qui me branche le plus. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Ok. Au niveau de la bourse, Ouais. tu disais que tu aimais bien, toi, utiliser la crypto puisque tu avais des options de services décentralisés. Euh, Mhm. via la tokenisation, on parle de plus en plus de fusion entre finances traditionnelles et finances décentralisées.
et la tokenisation donc d'actions ou d'ETF qui arrivent dans la crypto, enfin en tout cas dans des services décentralisés Web3. Est-ce que c'est quelque chose que tu suis avec attention? Est-ce que c'est peut-être pas ce qui te permettra toi de t'exposer à la bourse? Alors je ne suis pas. Alors moi j'ai un paradigme qui est assez exceptionnel, enfin particulier. Je ne suis aucune news. Je ne veux rien savoir. Je coupe le bruit à. Je ne veux rien savoir. Je coupe absolument tout. Parce qu'il y a eu dans mon parcours, comme j'ai dit au début, j'ai fait tout et rien. Donc j'ai eu tous les comptes Twitter et tous les coups de Telegram crypto possibles et imaginables. Parce qu'en fait le téléphone il sonne toutes les secondes. Donc c'est vite, on se sent submergé d'informations. Je prends le pari, je me concentre sur mon graphique, je coupe tout et je n'ai Ok, aucune news de rien. Donc, pour te répondre, non, je ne suis pas ça de près, mais oui, ça m'intéresse. C'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, de garder l'efficience et la flexibilité qu'apporte la crypto, tout en étant exposé sur des actifs plus concrets que peuvent être ceux de la bourse, par exemple du Tesla, du mm, MicroStrategy, ou d'autres choses. Bon, après, je suis orienté crypto forcément parce que c'est ce que je connais. mm, Mais c'est pour ça que je donne ces actions-là. Mais ouais, ouais, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Si moi je peux aller swapper de l'USDT contre du Tesla de façon décentralisée et avoir ça sur un portefeuille froid, c'est vrai que moi je me sens plus à l'aise plutôt que d'aller ouvrir un compte titre, je ne sais pas trop voilà. Et en plus, ouais, fiscalement, ça sera considéré probablement comme un actif crypto. Bon, encore ça dépend, parce que des fois, c'est le sous-jacent qui fait la fiscalité, donc ça oui, dépend, mm, faut gratter. Mais bon, par exemple, tout ce qui va être Pax Gold, parce qu'on parlait de l'or tout à l'heure, tout ce qui est oui, Pax Gold et donc or tokenisé, c'est des choses que j'ai dans mes stratégies de sécurisation en cas de défaillance des stablecoins, par exemple. ouais, Enfin, il y a eu des défaillances stablecoins, les DPEG, etc. Moi, je me suis dit comment contrer ça. Et en fait, en regardant l'historique de l'or tokenisé, on se rend compte que c'est beaucoup plus stable. Il y a moins de volatilité et on perd moins le 1 pour d'ac- 1 USDT 1 dollar en caisse ou USDC 1 dollar en caisse. Je me suis dit ça peut être intéressant. Et donc ces actifs-là qui sont de l'or tokenisé, il n'y a pas d'histoire de fiscalité. Parce que c'est considéré comme mm, un token, un jeton comme l'USDT. Donc pour mm, l'instant, il n'y a pas de ouais, fiscalité. Donc potentiellement, sur du Tesla tokenisé, ça peut être la même chose. Mais bon, faut toujours voir au cas par cas dans ces choses-là, parce que ça évolue vite déjà. On sait pas trop mm, comment la réglementation va évoluer. Et suivant comment a été émis le token, ça peut être considéré comme directement une action qu'on achète, et donc transfert de valeur crypto vers une action, donc actif réel, donc imposition. Donc faut faire attention quand même. Mais dans ouais, l'idée, techniquement, c'est intéressant. Bon, ouais. j'ai un peu développé, et je suis un peu parti dans tous les sens, mais voilà. Ouais, eh ben, très bien, c'est le but, c'est de creuser le sujet. Ouais, ok. Au niveau de tes thèses d'investissement, Ouais, donc on va se concentrer du coup sur la partie crypto et peut-être se concentrer sur la partie Bitcoin avec toi. bien sûr. Enfin, peut-être avant de rentrer dans les thèses, parce que je sais que tu es très Bitcoin, t'es pas trop sur les alts. Juste si tu peux expliquer en fait qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui toi tu es full Bitcoin et voilà pourquoi les alts tu mets ça de côté. Alors, plusieurs, plusieurs angles de réponse. Déjà, il y a mes performances. D'un point de vue performance, d'un point de vue compréhension de marché, moi, Bitcoin, depuis que j'ai commencé à investir, j'ai le TradingView, la courbe, elle est ouverte non-stop. C'est mon seul Hmm, indicateur de news, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc, je me base que sur Bitcoin. Bitcoin étant le proxy du ouais, marché crypto. Quel est l'intérêt que j'aille suivre des altcoins qui ont une volatilité supérieure, qui vont potentiellement perdre plus, pas forcément gagner plus, et que dès que Bitcoin va perdre 10%, les alts vont perdre 30%. Donc en fait, quand tu trades du Solana, encore que Solana c'est un peu de bon, mauvais exemple, du Uni de Uniswap par exemple, si on a un graphique joli et qu'on se dit ça va partir, mais que Bitcoin se retourne, on peut être sûr que le graphique joli sur Uniswap il va se retourner aussi, et on va perdre encore plus que ce que perd Bitcoin. En fait, quel est l'intérêt de suivre, sachant que Bitcoin est lui-même corrélé au marché américain, Nasdaq ou S&P 500. Donc en fait, il faut suivre trois strates de marché pour pouvoir trader un altcoin. Donc ça, moi, j'aime pas trop. Je l'ai fait, hein, c'est pour ça que je vous parle d'expérience.
à des super positions, on est super content, et puis là, le marché Bitcoin se retourne, bon, bah, la position est perdue, etc. Ça, c'est le petit 1. Petit 2, le marché altcoin est extrêmement corrélé les uns avec les autres. Il n'y a pas Mhm. vraiment de décorrélation entre les actifs. Donc en fait, quand on prend 10 altcoins, bah, on est exposé au même risque, quasiment. Bon, il y a Mhm. des, faut mesurer hein, ce que je viens de dire à l'instant, mais dans l'ensemble, c'est à peu près vrai. Pareil, c'est mon expérience qui me parle. Oui, après, on peut toujours, vu le nombre d'alt, on peut toujours trouver l'exception qui va contredire Oui, la règle. Mais bien je te sûr. rejoins sur le fait que les mouvements sont quand même assez suivis par l'ensemble des alts. Exactement, il y a toujours une pépite qui sort et qui va tout casser, ça on est d'accord. Mais là on est plus Mm. sur de la recherche de crypto-pépites, les gems, mais moi c'est pas du tout mon approche, personnellement. Donc voilà. Moi mon Mm. approche c'est plutôt je prends un panier d'alt, j'en prends 20, 30, 40, quoi, un joli graphique, et on les tient. Mais en réalité le panier d'alt est une exposition en soi aux altcoins, mais chaque coin ne sont pas vraiment différenciés les uns les autres d'un point de vue marché. Pas d'un point de vue Mhm. fondamental, pas d'un point de vue technique, on parle de marché là. Donc il y a ce deuxième point. Il y a le point de mes performances. En 2021, 2020-2021, donc premier bull run, j'ai eu des performances similaires avec Bitcoin et avec une stratégie altcoin. Donc là j'étais plutôt content, c'était bien. Là sur l'année, le bull run, donc moi je suis rentré en fin 2023, je me suis repositionné sur le marché, donc j'ai vendu mes stablecoins pour me positionner sur Bitcoin et altcoin. J'ai fait x3, il me voire un peu plus, même plus, entre x3 et x4 sur Bitcoin. Sur les altcoins, j'ai perdu de l'argent. Parce que Ok. j'ai eu des moments où c'est monté très fort. Je crois que c'était début 2024 où on a eu les alts qui ont bien fonctionné et derrière ils ont Printemps rendu tout l'argent. en 2020. Mhm. C'est avec les ETF, pendant qu'on a eu les ETF, les alts ont pas mal suivi, c'était intéressant. Là, j'avais un meilleur rendement sur mes altcoins que sur mon Bitcoin. Mais derrière, Bitcoin a continué à grandir de façon organique. Les altcoins se sont complètement ramassés. Et en fait, on a perdu l'argent qu'on avait gagné. Et au final, bon, moi j'ai tout liquidé il y a quelques mois de cela, avec une perte. Alors qu'à un moment, j'étais Mhm. en gain. Mais comme c'est quelque chose. En fait, les altcoins sont, on va dire, on est sur des tranches de 3 à 6 mois, alors que Bitcoin, on peut rester sur des années, plusieurs années d'horizon d'investissement. Donc les performances aussi. Après, peut-être que ça me correspond pas à ma psychologie et ma façon de trader aussi, donc c'est pour ça. Enfin, Bien c'est un sûr. biais personnel, hein, on Mhm. va pas. Euh, et le dernier point, qui est aujourd'hui est majeur pour moi, c'est Pump Fund, qui est la plateforme sur Solana pour créer des memecoins pour 200 balles en 3 minutes. Donc en fait, tout le monde peut créer son coin super facilement. Donc en fait, il y a beaucoup trop de coins. Donc l'argent ne circule plus correctement. Avant, en Ouais. 2017, on avait 300 altcoins, on avait 300 cryptos. Donc oui, ça montait sur Bitcoin. Les gros players vendaient leurs Bitcoins, ils avaient du cash, ils allaient sur les altcoins, ça faisait monter et ça faisait ça circulait. Dans un bull run, ça circulait tous les 3 mois, ça tournait. Mhm. Aujourd'hui, avec 30 à 40 millions de coins, ça va pas circuler comme ça. Donc il y aura quelques gagnants, c'est sûr, à la marge, mais dans l'ensemble, le marché, il sera Mhm. pas très efficace. Donc, il y a aussi un Ouais. adage dans les marchés financiers qui est winner takes all. Donc le gagnant prend toute la liquidité, donc Bitcoin. Voilà. Et après, il y a le dernier point qui est plutôt idéologique. Ouais, Le bien côté sûr. décentralisé, c'est la vraie crypto décentralisée pour moi aujourd'hui, avec le réseau de minage un peu partout dans le monde. Euh, Ce qui n'est pas forcément le cas d'Ethereum par exemple, ou d'autres cryptos. Hmm. Pour aller dans ton sens, je voudrais rajouter également que sur le cycle en cours, on a eu beaucoup de nouveaux projets avec des fonds d'investissement derrière. Bon, ça, c'est pas quelque chose de nouveau, mais où le pourcentage de nombre de jetons libérés au lancement, au TGE, en Mhm. fait, est extrêmement faible, genre 10%, 12%, Oui, c'est vrai. 15%. Ce qui fait que derrière, on a une inflation sur ces jetons, en fait, qui est énorme et qui vient complètement plomber la potentielle performance du jeton, quoi. Puisque plus les jetons sont libérés, euh, plus les gens qui étaient là dès le départ et qui ont pu l'avoir peut-être 10 ou 15 fois, voire 100 fois moins cher, bah, sont incités en fait à prendre des profits et donc le cours du jeton, voilà, ça fait une pression vendeuse en fait qui est forte et ça augmente le nombre de jetons en population. Et ça c'est pour une crypto, deux cryptos, 10 cryptos. Et en fait, par rapport au nombre de cryptos que ça représente, en fait, le nombre de jetons au global sur Ouais. les altes en fait devient trop important et la liquidité est complètement diluée.
Et on le voit quand tu regardes le Total 3, que je suis Mhm. régulièrement, le Total 3, donc l'ensemble du marché crypto hors Bitcoin et Ether, c'est Ok. valable également sur le Total. Pour toi qui serait vraiment focus sur Bitcoin, tu vois qu'il y a une progression, tu vois qu'il y a une tendance haussière quand même sur ce graphique, mais en fait, il y a tellement de nouveaux projets, et sur ces projets, il y a tellement de nouveaux jetons en circulation, qu'on pourrait croire, comme on est en tendance haussière, que du coup, bah, les alts vont prendre en valeur, et quand tu les regardes individuellement, en fait, c'est pas le cas, quoi. Mhm. Il y a Ouais. vraiment une décorrélation pour moi entre le Total 3 et le marché des alts, puisqu'il y a toujours plus de projets, toujours plus de jetons sur ces projets. Et donc ça dilue en fait la valeur de chacun des jetons. Ouais. Il y a Voilà, aussi c'est petit intéressant. argument pour aller dans ton sens Il y a un dernier sur point, Bitcoin versus les euh, alts. dernier point, pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Bitcoin, ça fait 15 ans, il est là. Alors que les altcoins, faut penser que ce sont des projets entrepreneuriales. Ce sont des startups, pas toutes, forcément, mais Mm. une blockchain ou un projet, c'est une entreprise derrière. Bitcoin, c'est un Ouais. réseau d'informations, donc c'est très différent déjà. Et donc une entreprise, ça peut se planter. Moi, ma vision, c'était que pendant le bull run, bah, tout monte. Bon, ce qui est plus trop le cas aujourd'hui, c'est fini. C'est pour ça que les paniers d'alcool fonctionnaient avant, mais qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une stratégie révolue, que j'ai utilisée, que je n'a pas fonctionné, donc je n'utilise plus. Parce que ces entreprises peuvent mourir, et donc, en fait, quand on a la Mm. pure du bear market, les altcoins et donc les projets derrière meurent parce que, bah, en fait, il n'y avait pas de fondamental, que l'équipe était pas au point, c'est juste qu'ils ont pris du cash grâce au bull run. Donc c'est aussi pour Mm. ça que tout ce qui est altcoin, long terme, c'est pas forcément une super idée, à mon sens. Bah, après, bien sûr, il y a des super projets, j'en ai eu, je suis d'accord, c'est super. Alors, tout ce qui est finance décentralisée, j'en parlais, je suis très fan de ce Ouais. qu'ils proposent. Mais d'un point de vue investissement pur, je suis pas convaincu. Sachant que, encore une fois, j'ai mon biais de trader et de trader Bitcoin, qui fait que mes rendements avec Bitcoin sont meilleurs que tout ce que vous pouvez trouver, enfin pas tout, mais j'ai bien meilleur, des rendements bien meilleurs que ce qu'on peut faire un peu avec des altcoins ou un panier altcoin aujourd'hui. Mm. Voilà. Voilà. Oui, oui, ça se tient. Et du coup, tu parles de trader. Aujourd'hui, tu te considères comme trader plus qu'investisseur? Alors moi je fais les deux. Je fais les deux depuis que j'ai commencé, j'ai toujours fait les deux. Pourquoi? Parce que je me suis dit le trading c'est compliqué. Là j'y arrive, mais ça se trouve demain j'ai pu y arriver. Donc si jamais je me rate complètement dans mon trading, j'ai toujours mon investissement qui me permet de sauver les meubles. C'est un peu ça ma vision. Donc là, est-ce que on va parler de la thèse d'investissement? Alors, juste avant, je voudrais bien du coup, pour toi, qu'est-ce qui fait la différence entre trader et investisseur? Pour moi, l'investisseur, c'est du 100% passif. Je ne regarde pas. Mhm. Je suis mécanique, j'investis la même chose depuis 4 ans, toutes les semaines ou tous les mois, suivant les spécificités de chacun. Moi, je le fais à la semaine. D'accord. Et voilà, tout simplement. J'accumule. Donc, un J'accumule. DCA, Oui. un montant investi de manière régulière, Voilà, sans se soucier de exactement. l'évolution du cours. Exactement. Je regarde pas. Sur le long terme, ça marche très bien. Il y en a qui ont fait des fortunes. Bon, aujourd'hui, Bitcoin n'est plus aussi explosif qu'il a été, donc il y aura peut-être pas des fortunes, mais bon, il y aura forcément des gains. Voilà. Donc voilà, moi, c'est quelque chose que je fais complètement en automatique. Je ne réfléchis pas. Je vois au très long terme. Je ne vends pas. J'accumule. Et d'ailleurs, je pense en Bitcoin. Je pense en nombre de Bitcoin accumulés, pas en valeur en euros ou en dollars. Ouais, C'est ça, pour moi, ok. c'est ça l'investissement Bitcoin. C'est du Ok. 100% passif et on accumule du Bitcoin. Point. Ça, c'est moi, ça l'investissement. Le trading, c'est on est en dollars. On va utiliser Bitcoin comme vecteur pour acheter, vendre à des moments points, à des moments clés, pour augmenter sa poche dollars. Moi, Ouais. c'est ça. Et c'est là-dessus, c'est là que je ferai du trading. Je suis swing trader, donc plutôt long terme. Donc certains pourraient me qualifier d'investisseur. Mais comme je pense en dollars ou en euros, mais bon, comme la monnaie c'est l'USDC ou l'USDT, bon, moi je pense en dollars. Pour accumuler plus de dollars grâce à Bitcoin et à des positions à levier avec du trading, etc. Je pense que pour moi c'est du trading. Même si les positions sont de 1, 2, 3 mois, ça reste du trading à mon sens. Oui, surtout quand tu parles de levier, pour moi, c'est vrai que levier, c'est forcément, Oui, forcément du trading. exactement. Ok.
Mais ouais, je te pose la question parce que c'est vrai que moi, je vais me considérer plus comme un investisseur, alors que je vais quand même suivre les cours et je vais avoir une stratégie quand même de prise de profit sur mes positions, quoi. D'accord. Mais en fait, c'est plus parce que j'ai un horizon de temps qui est de plusieurs mois, voire plusieurs années, Hmm. plutôt même de plusieurs années. Donc, en fait, long terme, investisseur, court terme, trader, mais bon, voilà, c'est un peu moi comment je le vois, mais Ah, chacun. je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, la différence en fait que je vais avoir avec toi sur ma stratégie plus active, c'est que je vais appliquer ce que tu viens de dire, mais en plus de ça, à l'intérieur des moments de bull market de 2 ans, par exemple, j'ai Mhm. des stratégies que j'ai testées, backtestées, créées avec des indicateurs, etc. Où je fais des points d'achat et de revente dans la période large où je suis en Bitcoin ou alors je suis en dollars. Ça va être un peu la Mhm. différence. Optimiser ma détention, si tu veux, en faisant de l'achat-revente à des points clés. Ouais. Ce Et avec qui un petit peu de levier. est avec un peu de levier maîtrisé, dans un Ouais. setup qui a été testé, etc., etc. Moi, je suis un peu paranoïaque et enfin dans mon approche trading, dans la vie non pas du tout, mais dans le côté demain les marchés peuvent s'effondrer, demain la plateforme peut s'effondrer, self-custody, etc. Je suis vraiment là-dessus, je suis assez à cheval. Euh, et donc mon approche, j'ai toujours peur qu'il va se passer quelque chose, donc je suis très prudent. Donc si j'ai mis un levier, c'est parce que c'est vraiment dans un système qui a été prouvé, que j'utilise depuis maintenant 2 ans, qui marche très bien. Sinon je le ferai pas. Juste pour dire que je Mhm. suis pas un dégénéré qui fait du x100 en mode YOLO. Oui, 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 oui. Voilà, c'est Et maîtrisé. Et c'est du, x2, pas plus, jamais plus. pas plus que x2. Ok. Ce qui reste du coup quand même très raisonnable pour ceux qui font du levier. Bien sûr. Euh, du coup, dans ta thèse d'investissement, tu as une poche long terme, Ouais, donc d'investisseur, où là, du coup, tu fais en DCA hebdo. Euh, une partie du coup que tu vas faire en swing trader avec exactement. un peu de levier, des indicateurs que tu maîtrises, qui ont été testés et prouvés depuis plusieurs années. Et ensuite, Et la troisième option, moi, je fais un peu de mining de Bitcoin. C'est mes trois, ça reste, tous les trois sont du Bitcoin. Donc, un DCA spot, classique, pas trop de risques. Sur le long terme, comme j'ai dit, c'est ma poche de sûreté si jamais tout foire. J'ai ça. hmm, Mon trading pour faire beaucoup de bénéfices, parce qu'il y a du mhm, levier, comme je l'ai dit, stratégie qui est efficace, etc., etc. Et en 3 du mining. Pourquoi? C'est pas forcément pour la performance, c'est pour le côté je valide le réseau, j'appartiens au réseau, je suis acteur du réseau, et aussi un côté vie privée. Le mining, il y a des avantages, notamment au niveau donc de la vie privée. Le Bitcoin qui sort du réseau, il est vierge. Il n'est pas mhm. passé quand on passe par Binance, on est KYC, donc on sait que c'est nous qui achetons le Bitcoin. Quand on passe par le réseau et le minage, le Bitcoin qui arrive, il est vierge, parce qu'il sort du réseau. Et donc cette spécificité permet d'être extrêmement privé. Alors, moi j'ai rien à cacher, hein, Oui. mais juste j'aime bien avoir un peu de vie privée sur ce que je fais en fait. Parce que quand vous êtes à la banque, tout ce que vous payez en carte, tout ce que vous faites, tout le monde sait, enfin la banque c'est tout. En théorie ils sont pas censés vendre les données, mais bon, c'est pas. En soi ils font ce qu'ils veulent. Google, Mhm. etc. c'est pareil. Bon là c'est même pas caché, ils revendent vos données, il y a pas de problème. Donc avec un peu de minage, il y a ce côté assez privé. L'investissement est aussi intéressant parce qu'il y a une machine qu'on achète et qu'on vend qui a une valeur et il y a aussi du Bitcoin. Le rendement en Bitcoin est important. Mais encore une fois, c'est pas ce qui m'intéresse moi dans cet investissement. Enfin, à titre personnel, après, il y a des Mhm. gens qui font être là-dessus à 100%. C'est ce côté privé en fait. C'est ce côté, Ouais. j'ai du Bitcoin, j'ai une petite poche, voilà, où c'est vraiment privé, j'y touche pas non plus. Un petit peu comme on Et peut faire avec un. En fait, moi, le mining et le DCA s'opposent bien ou se couplent bien, plutôt comme peut être l'or et le Bitcoin. C'est parce que ouais. la machine génère du Bitcoin tous les mois et vous livre. Donc en fait, ce qui est bien pour, enfin, je sais que j'ai eu des personnes que j'ai pu accompagner, n'appliquez pas la méthode DCA parce qu'ils voulaient jouer le marché, machin, etc. Bon, spoiler, ça marche jamais parce que vous avez pas le temps, vous n'êtes pas expert, etc. Donc bah forcément, on Mhm. fait des bêtises. Donc là, au moins avec une machine, bah, ça fait un DCA forcé. Donc ça, il y a ce C'est petit vrai. avantage. Mhm, mhm. Ceux qui n'arrivent pas à appliquer la méthode d'acheter tous les mois. De toute façon, vous n'avez pas le choix parce que la machine, elle génère et vous êtes livré. Donc,
Voilà. Et donc ces deux-là sont un couple qui marche bien, qui Ouais. est assez différenciant d'ailleurs de mes stratégies de trading. Donc voilà, aujourd'hui j'ai ces trois solutions, on va dire, que j'utilise pour moi et que j'utilise pour mes clients. Parce que Mhm. ce que je fais pour moi, je le fais pour mes clients. Je suis skin in the game, comme on dit. Voilà ma vision aujourd'hui. C'est du levier dans une stratégie éprouvée pour faire du rendement et grossir le capital. Un DCA pour me sécuriser en cas de défaut de mes Mhm. stratégies, etc. Et un peu de minage pour avoir un petit rendement en Bitcoin tous les mois avec un côté privé. D'ailleurs, ce côté privé, il y a une valeur. Sur certains sites, on peut revendre le Bitcoin plus cher que son prix de marché sur Binance ou autre, par exemple. Voilà. Ok. En gros, Ouais. j'ai cette vision-là. Moi, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je suis là-dessus. J'ai eu des alts, j'en ai plus. Euh, le dernier point, quelque chose que j'aime bien, moi, c'est la DeFi, finance décentralisée. Parce Mhm. que comme tu l'as dit, il y a des achats de moments où on achète et on revend, et des fois je suis quand même en stablecoin. Et ces moments-là, j'aime bien aller optimiser mon pack, enfin, mon bag USD sur de Mhm. la DeFi à faire 5, 10, 15, 20% par an. Donc ça, c'est ma quatrième ligne, mais qui est pas forcément ce que je mets le plus en avant, parce que Oui. c'est de l'optimisation. Attention, je mets un point de vigilance là-dessus. Personnellement, chaque fois que j'ai fait de la DeFi moi-même, je maîtrise les sujets, je sais comment ça fonctionne. C'est toujours soldé par un échec, au sens où soit j'ai eu un dépeg de stablecoin, soit j'ai eu un hack de la plateforme. Soit j'ai pas fait attention, je me suis fait avoir par le rendement. Il y avait une fois, il y avait, alors là, j'ai vraiment été nul. Il y avait un gros bandeau rouge. Attention, c'est un scam. J'ai quand même mis l'argent parce qu'il y avait écrit 30% par an de rendement. Puis bon, bah, j'ai jamais pu les récupérer. Bon, bah, voilà, voilà, je me suis fait avoir comme un bleu. Donc ça peut arriver à tout le monde. Faut attention. On n'est jamais à l'abri de ce genre de choses, même avec plusieurs années d'expérience. Donc mon expérience DeFi m'a montré que, parce que j'arrivais à faire du 10-15% sans trop forcer, mais mon expérience personnelle m'a montré qu'en fait, c'est un métier, c'est comme le trading en fait, c'est un métier, ça prend pas comme ça, Mhm. parce que comprendre le risque et gérer son risque sur la DeFi, c'est compliqué. Moi, c'est ce que j'arrive pas à évaluer moi-même, et donc ça m'embête de le faire, donc je ne le fais plus moi-même, je délègue. D'accord. Je Ok. délègue. J'ai un ou deux partenaires qui peuvent m'aider là-dessus, Ouais. mais voilà. Voilà, aujourd'hui, mon expérience, encore une fois, m'a montré que la DeFi, vaut mieux la donner à des mecs, enfin des experts qui font que ça, parce qu'ils se sécurisent mieux, ils ont une ou deux stratégies qui, pareil, extrêmement testées, backtestées, ils s'assurent, Mhm. moyen de s'assurer, voilà. Et ils ont de la liquidité, donc ça permet de faire prendre peut-être plus de levier, sans prendre plus de risques, avoir plus de rendement, etc., etc. Donc, D'accord. Et donc, c'est des partenaires à qui tu confies tes fonds oui, via wallet décentralisé. Tu malheureusement, perds la maîtrise de tes fonds ou pas? tu perds la maîtrise de tes fonds. C'est ça qui m'embête Ouais. un peu personnellement. Mhm. Mais bon, après, moi, je considère que quand je suis sur une plateforme de trading, quelle qu'elle soit, que ce soit du Binance, du Bybit ou du BitGet ou tout ce qu'on veut, je perds la main sur mes fonds Ouais. aussi. Mhm, bien Donc sûr. voilà, c'est un peu la même logique. Donc voilà. Voilà. Aujourd'hui, c'est pour ça que en même temps, je le mets pas trop en avant parce que maîtrise moins le sujet. Et même si bon, je maîtrise, mais comparé à ma connaissance des trois éléments que je vous ai dit dans ma thèse, Ouais. Mhm. j'ai moins de gestion parce qu'il faut déléguer à des personnes externes, donc c'est un peu plus Mhm. complexe pour moi. Mais ça reste un investissement intéressant, notamment pour une période de bear market où voilà, on a investi. Moi, ma stratégie, ça va être ça, hein. C'est quand toutes mes stratégies de trading seront arrivées à leur terme, mon investissement de 2025 sera arrivé à mon terme, j'aurai un bag USD. L'idée, ce serait de le faire retravailler à 5%, c'est très bien, hein, pendant un bear market. Si j'arrive à sécuriser ma valeur, à faire travailler à 5%, puis le réinvestir Bien sûr. au moment de la prochaine vague haussière, ce qui est mon plan, c'est super. Mhm. Ah oui, oui, c'est sûr. Voilà. Et d'ailleurs, Et donc, toi, vas-y, c'est ce que pardon. j'avais fait en suite à 2021. Oui, c'est ça, 2021, j'avais sécurisé mes gains, je m'étais mis en DeFi. Sauf que, comme je l'ai dit, j'ai eu plusieurs déconvenues.
Ce qui fait qu'en Mm. fait, ce que j'avais gagné pendant un an, bah, je l'ai perdu sur le hack que j'ai subi. Ce qui en soi n'est pas grave parce que j'ai pas perdu d'argent. Et puis j'ai pu le réinvestir fin 2023. Donc Mm. j'espère bien faire la même chose lors du prochain cycle. Ouais, bien sûr. Bien sûr, je souris parce que c'est aussi ce que j'envisage en fait dans ma stratégie de surfer un peu sur les cycles. Mhm. Euh, alors, les cycles, on y reviendra tout à l'heure, justement. Ouais. Euh, Juste avant, je voudrais revenir, toi, sur ton cœur de métier, ton expertise, du coup, qui va être le trading de Bitcoin, ta Mhm. gestion active. Mhm. À quel moment tu considères que c'est le bon moment pour rentrer? Pourquoi t'es rentré, du coup, c'était fin 2023, je sais pas si tu as précisé le mois tout à l'heure, mais bon, c'est dans En ces fait, eaux-là. Qu'est-ce qu'est-ce qui fait que tu es rentré en octobre 2023? Qu'est-ce qui fait, est-ce que tu es sorti depuis ou tu es toujours alors, exposé depuis je suis fin rentré, 2023? je suis rentré en octobre 2023 parce que alors c'était complètement du graphique. L'Ishimoku, donc le nuage Ishimoku, je sais pas si c'est quelque chose que tu Non, apprends. non. Bon, je vais le montrer alors. Je vais partager mon écran. Alors, tac. Alors, attendez que je me mette ça en place. Tac, le nuage Ishimoku, c'est un indicateur japonais qui est très très complet et assez complexe d'ailleurs. J'espère que ça va vous parler. Est-ce que je peux partager? Tac, screen. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui, ouais, Ok. ouais, très bien. Donc, moi je suis rentré exactement ici, le mi-octobre. Pour quelle Ok. raison? Moi, je vous ai dit, hein, pas de news, pas de. Parce que souvent, en fait, c'est que le graphique précède la news. Ça, c'est un concept et un paradigme que quand on fait pas de trading, on a du mal à comprendre. Mais souvent, c'est écrit dans le graphique, il y a des choses qui vont se passer. Et souvent, il y a des mouvements sur le marché qui sont ensuite validés par des news qui arrivent. Ça m'arrive plusieurs fois de le remarquer et tu dis, ah oui, ça marche en fait. Mhm. Je suis rentré là, pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu une clôture hebdomadaire au-dessus du nuage. Donc le nuage, c'est voilà, vous voyez ce truc Ouais, ouais, ouais. rouge Une et ligne là verte en vert. bas, une ligne rouge au-dessus. Voilà. En fait, on Trois a eu un intérêts. retournement. On avait un nuage qui était rouge, donc baissier, qui s'est retourné en nuage haussier, et en plus on est sorti du nuage. Voilà. Ok. Et ça, c'est un mouvement très très fort en hebdomadaire. Pour ça, on parlait tout à l'heure du trading, etc. J'ai tout essayé, les unités de temps, j'ai fait de la minute, j'ai fait de l'heure, j'ai fait de la journée. Et là où je suis efficace, c'est en hebdomadaire parce que ça coupe le bruit. Encore une fois, ma logique est Mm. pas de bruit ambiant, pas de news, pas de télégramme, etc. Des bougies bien, bien larges, bien épaisses qui nous montrent des vrais signaux avec des indicateurs qui ont des vrais signaux. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je me suis positionné sur cette période-là, en 3 temps, parce que je n'ai pas la science infuse et je sais pas exactement ce qui va se passer. J'ai appliqué un DCA sur 3 mois, bon, c'est pas vraiment un DCA. Je suis rentré en 3 temps pour profiter de ce moment où je me suis dit que c'était opportun. Et bien bon, sur le coup, j'ai eu raison. Voilà, Hmm. tout simplement. J'en profite pour préciser que tout le contenu de cette vidéo ne constitue pas de conseil en investissement, Pas du tout. que ce soit ce que partage Louis ou ce que je peux être amené à partager. On n'a pas de boule de cristal, c'est simplement du coup notre vision et notre analyse du marché et rien dans la vidéo ne constitue un conseil en investissement. Exactement. Voilà. Ceci étant dit, je te laisse continuer. Qu'est-ce qui fait... Est-ce que tu as vendu depuis Non, ou pas encore? Ah, non. rien. Je travaille, alors pareil, encore une approche qui détonne un peu. Je travaille en temporalité de cycle. Je travaille pas en termes de prix. Je Ok. suis rentré donc fin 2023. Il y avait aussi la temporalité qui m'a fait rentrer. Ouais. Moi, la théorie, c'est l'année du halving, c'est plus ou moins haussier. L'année qui post-halving, donc bull run, fort. L'année qui suit, bear market fort. L'année qui suit, rééquilibrage, et puis on recommence. En gros, c'est ça Ok. la logique. Donc, l'idée, c'est de rentrer dans le rééquilibrage. Donc 2023. Bull run en 2021, bear market 2022, 2023, rééquilibrage. Et quand on Ouais. regarde, et ben, c'est à peu près ça, hein. Là, c'était FTX. Là, rééquilibrage sur 2023, tac, tac, tac. Là, on sait pas trop où on va de mars à octobre. En 6 mois, le marché fait pas grand-chose. C'est pas bon d'être exposé parce que c'est pas bon pour la psychologie. Tenir ses positions, c'est pas simple. Donc, on attend une validation haussière pour rentrer. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé, tout simplement.
Et donc, dans ma logique, moi, je sortirais fin d'année. Parce que le Et- cycle, je m'occupe pas du prix. Souvent, on me pose la question, quel prix, etc. Le prix, c'est un piège. Parce que le prix, personne ne sait où il va aller, en réalité. Mhm. Tous les spécialistes qui vous disent 250 000, 300 000, ils en savent strictement rien. Ce qu'on sait, c'est que Bitcoin est haussier et que dans le temps, on va gagner de l'argent. Après, à quel moment, on sait pas. Moi, je m'avance jamais sur le prix. Ouais. Moi, je pense que on a un dernier run avant la clôture du bull market qui va être en fin d'année. Parce que quand on regarde les graphiques, 2021, fin d'année, on a eu la clôture du bull market. 2017, c'était pareil. 2013 aussi. Bon, pourquoi ça changerait? Même si tout le monde dit que ça va changer, moi j'y crois pas du tout. Donc voilà, donc fin d'année 2025, donc dans quelques mois, je sortirai, je vendrai mes positions et mes investissements que j'ai rentrés en octobre 2023. Voilà. Et est-ce que tu attends un signal technique comme tu l'as eu pour Non, rentrer? non, T'attendras pas de signal technique? non. Pas quand je suis rentré, j'ai écrit mon plan d'investissement sur 2 ans. Je suivrai Ouais, mon plan d'investissement. De façon d'accord. froide, réfléchie, et non Ouais. réfléchie, non émotionnelle. Ça écrit, je sors à telle date, je sors à telle date. D'accord, t'as une date, un jour ou un mois? J'ai des dates. J'ai Ok. des dates écrites. Je sortirai, quelles que soient les conditions de marché, quoi qu'il arrive, je sortirai. Et peu importe les indicateurs techniques. Peu importe les indicateurs techniques, parce que j'ai basé cette stratégie-là sur les cycles. Ok. Les cycles de 4 ans. Exactement. Donc, ouais, alors j'avais deux trucs à dire. Templeton, sur Templeton, j'ai plus son prénom, qui disait Euh, les 4 pires mots en investissement sont cette fois c'est différent. Ça, c'est un truc qui m'a marqué parce qu'en fait, cette fois c'est différent. Moi, j'ai commencé la crypto il y a 8 ans, en 2017. Et en mhm, fait, chaque cycle, j'entends ça. Ah, mais cette fois c'est différent, cette fois c'est différent. Et en fait, à chaque fois, je me rends compte que c'est pas différent. Il y a des différences entre les cycles. Il y a forcément des différences, comme le fait, par exemple, d'avoir fait un plus haut avant le halving, c'était jamais arrivé. Le oui. fait, au moment d'FTX, où on va faire un plus bas qui est inférieur à l'ATH d'avant. Mm. On est descendu à 15 500 alors que l'ancienne ATH était à 20 000. On était voilà, jamais passé en dessous. Donc il y a des petites différences, mais pour moi, ça reste des petites différences par rapport voilà, à la cyclicité de Mm. 4 ans. Je suis très curieux, moi, de savoir ce qui va se passer, parce qu'aujourd'hui, j'ai des doutes, en fait, sur cette cyclicité de 4 ans. Mais je te rejoins sur le fait qu'aujourd'hui, pour moi, cette cyclicité, elle est toujours présente. Mm. On est dans une phase de bull run sur Bitcoin. Beaucoup, peut-être, regardent un peu trop les alts et se disent, bah, du coup, non, les alts, elles sont en marché baissier, les cryptos sont pas en bull run. Bah, ouais, peut-être que les cryptos sont pas en bull run d'une manière générale, mais Bitcoin, lui, il est. Et il maintient en tout cas cette cyclicité. J'observe quand même une différence, c'est qu'on évolue sur ce cycle un peu en escalier. Tu vois, on a des phases Oui, d'expansion, des phases de latéralisation. Là, ça c'est se assez voit, bien hein. matérialisé. Tu vois, tu Voilà. as mis des bornes de range au bas. Oui, Euh, où voilà, pendant 6 mois, le prix va consolider avec à l'intérieur du coup des petites c'est assez corrections qui marqué, vont hein. être de Regarde. 30-35%. Ouais. Alors que sur le cycle précédent, enfin, si on regarde les autres cycles, c'était pas tout à fait comme ça quand même. Non, C'était beaucoup plus linéaire. vertical ou voilà, dans un sens ou dans l'autre. Mm, mm. Il y a moins de phases comme ça de latéralisation. Mais ce qui laisse, en tout cas C'est pour de moi aussi, des l'accumulation. opportunités de rentrer, quoi. Je sais pas si tu connais, mais là, cette phase, par exemple, si on prend ici là, de février à octobre, pendant 6 mois, ça, c'est de l'accumulation. Ouais. L'accumulation sur du long terme. Mm. Parce que les gros players qui ont trop de liquidités ne peuvent pas rentrer fort, sinon ça donne ça. Mais comme Sinon, ils ça veulent fait ça. optimiser leur point d'entrée, et Mm. ben, ils laissent le temps au Bitcoin de monter, descendre, etc. Et ils achètent à chaque fois que c'est au plus bas. Ce qui donne ces points là, c'est pour ça que j'ai mis ces bandes Mm. vertes. Ça définit en fait que là, les gros players n'ont pas voulu que ça aille plus bas. Et là, ils ont acheté massivement, ce qui a fait remonter le prix. Mm. Et donc Et, ici, on a un peu la même chose qui s'est dessinée. ouais. Et vu l'arrivée comme ça de ces institutions et ce changement un peu dans l'évolution du cours, Mhm. je me demande malgré tout si on n'est pas en train de rentrer dans un... Alors, il y en a qui appellent ça le super cycle, mais c'est juste
des phases d'évolution un peu différentes, comme on peut le voir sur le S&P 500 ou sur des actifs qui vont être beaucoup plus valorisés. Et là où je suis très curieux de voir un peu ce qui va se passer dans les années qui viennent, c'est est-ce que on aura un marché baissier comme on a connu avec un moins 70% sur Bitcoin. J'ai de plus en plus de mal à voir en fait une baisse aussi importante sur Bitcoin. Je- j'ai envie de te dire que l'écart type se réduit entre le plus haut et le plus bas de chaque cycle. Ça, c'est une certitude. Hmm. Après, je pense qu'on aura peut-être pas moins 75%, mais un moins 60%. Tu vois, pour aller même au bout de la réflexion du cycle, on parlait du minage tout à l'heure, quelque chose qui est bien, c'est quand on apprend des choses aussi. Le coût de production de Bitcoin, quand on réfléchit, quand je parlais de rééquilibrage, j'en ai du rééquilibrage, parce que le bear market, c'est l'explosion de la bulle. Donc on peut aller beaucoup plus bas que ce qui est réellement. Et le coût de production de Bitcoin via les machines de minage, pour moi, c'est le point pivot, c'est les rééquilibrages. Aujourd'hui, il est dans les 40 000 $. Pour moi, on aura l'explosion de la bulle, on va descendre un peu en dessous, et on va revenir se stabiliser à 40 000 en 2027, du coup, théoriquement. Ce qui doit être la logique, parce que c'était en 2023, le coût de production de Bitcoin était autour des 25 000 $, 30 000 $. Et on a passé 6 mois dessus. Ouais, Donc, ok. à mon avis, on va être dans les 40-45 et on va passer 6 mois dessus. Évidemment, ça va pas se répéter copier-coller, hein. Mais dans Hmm. l'idée, Dans l'idée, oui, oui, bien sûr. avoir Ça le donne coût de des production de tendances, hein, c'est Bitcoin pas. permet de définir plus ou moins où est-ce qu'on peut être. Et ça, c'est Hmm. intéressant. Après, peut-être que d'ici là, il sera plus élevé. Tu veux dire le coût de production? Ouais, C'est une possibilité parce que ça change très vite entre le hash rate, le taux de hash rate du Bitcoin, les nouvelles générations de machines, etc., etc. Si les États se mettent dans le minage, ça va complètement changer le paradigme aussi. ouais. Euh, donc voilà. Je sais pas. Hmm. Je voudrais revenir un peu sur la partie sentiment de marché, Mhm. puisque comme toute classe d'actifs, quand on investit, généralement, on a des émotions qui nous font vivre des moments parfois euphoriques, plutôt sympas et parfois difficiles. Est-ce que toi, il y a des éléments, des moments qui t'ont marqué dans ton parcours d'investisseur? Alors, comme on en parlait avant de commencer l'enregistrement, c'est souvent les mauvais moments qui nous marquent le plus. Moi, j'en ai un en tête qui était vraiment assez dur pour moi. C'était la chute de la SVB Bank en 2023, qui a fait Ouais, un trou de 20% dans la valeur du stablecoin pendant le week-end. sur Alors, l'USDC. Hmm. c'était en mars 2023, je crois. Sur l'USDC, ouais. Parce qu'en fait, Circle, l'entreprise qui émet le stablecoin, avait, ou c'était, alors je sais plus exactement ce que c'était, mais la SVB Bank et Circle travaillent ensemble, je sais plus où était l'argent exactement. La SVB Bank a fait faillite, et donc on s'est dit, bah, les liquidités qui backent l'USDC, elles sont plus là. C'est ça. Hmm. Et donc le souci était qu'il y a eu une grosse vente forcée pendant le week-end, et puis je me suis fait avoir par le sentiment, je voulais pas perdre toute ma valeur, parce qu'à ce moment-là, j'étais, donc comme je vous l'ai pu vous l'expliquer, moi je suis rentré en octobre, donc en mars, bah, j'étais en stablecoin, j'avais pas envie de tout perdre. Donc j'ai fait des swaps sur du USDC et j'ai perdu 15%. Voilà, ce que je vous parlais de mes expériences DeFi. Voilà, j'étais sur du stablecoin, censé être solide, etc. Bon, bah, les 15% que j'ai fait en un an, fini sur un swap. Hmm. Et en plus, moi, l'inquiétude de bah, si l'USDC s'effondre, ça va faire mal. Ça va faire très mal à l'écosystème. Et là, je crois même que ça va. En plus, FTX, il y a pas si longtemps, parce que c'était fin 2022, Ouais, FTX, donc c'était quelques mois ouais. après. Hmm. Je Non, pense après, pas que ça aurait été très joli. Donc il y avait une peur pour mes investissements, mais aussi une peur sur, bah, sachant que je travaillais déjà dans l'écosystème, sur potentiellement la carrière, et puis aussi sur tout l'écosystème de manière générale, un écosystème qui me plaisait, etc. Ça, c'était vraiment le pire. FTX, moi, ça m'a pas marqué parce que j'étais pas dedans. hmm. Je sais qu'il y a eu de la volatilité au niveau de l'USDT parce qu'il a fait exprès de vendre en masse l'USDT. Il dit, bon, bah, que je vais mourir, bah, tout le monde va mourir. Et donc, bon, bref. Ça, c'est encore autre chose. Mais moi, ça m'a pas spécialement marqué. Au niveau des bons souvenirs, je pense que je peux dire bah, la vente parce que c'était à Noël. Le jour de Noël, Ouais. je l'avais vendu. Bon, c'est un peu par hasard, hein. Encore une fois, c'est le graphique, hein. C'est pas parce que c'est Noël, hein. Parce qu'il y a eu un petit run pour remonter à un peu plus de 50 000 $, le jour de Noël en 2021. Et je me suis dit, bah, ça, c'est l'opportunité, je vends tout et voilà.
Et comme ça, c'est comme ça que j'ai pu valider mon gain j'ai multiplié par 5 du coup l'investissement en 18 mois. Investissement slash trading, parce que j'avais déjà des positions que je travaillais, que ce soit en altcoin ou en bitcoin, sur 2020-2021. Voilà, je pense que ça Ouais. peut être ça mon souvenir de réussite à ce moment-là. Ouais, 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 ouais. Bah, c'est sûr que faire un x5 sur 18 mois, c'est une perf, c'est une très très belle performance qui est malheureusement sous-cotée, voire dénigrée dans le milieu crypto, parce que, et encore que c'est peut-être en train de changer, mais avec tous les multiples qui ont pu être faits à l'époque du Shiba ou autres shitcoin, Comparable. altcoin, d'aller faire voilà, du x5 sur un an et demi, ça peut paraître en tout cas, ou ça pouvait paraître comme pas ouf en crypto. Mm. Moi, je trouve que c'est exceptionnel comme performance. Mais après, c'est toujours pareil, il y a la belle histoire, il y a le gars qui a réussi, qui a mis 10 000 balles et qui est devenu millionnaire, puis il y a tous les autres. Bien sûr, bien Tous les sûr. autres qui se sont ramassés, qui ont tout perdu, qui ont hypothéqué leur maison, qui ont plus de maison, leur femme est partie avec les enfants, ils sont ruinés, et ouais, il y en a beaucoup, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup. À FTX, on parlait d'FTX, il y a eu une Mm. vague de suicides terrible, hein. Ouais, Il y a ouais, beaucoup ouais. de gens qui ont énormément souffert de perte Il y de avait, capital, hein. il y avait un télégramme qui s'appelait Rect Pleb sur Telegram. Et en fait, c'était les histoires des mecs justement qui avaient investi, qui avaient mis la maison, le machin, ils avaient vendu la Mm. voiture, ils n'avaient plus rien, sur un coin Shiba. Sauf que ces coins-là, c'est pas parce que c'est un meme coin, hein. Moi, j'ai rien contre les meme coins. Pour faire du trading, c'est super les meme coins. C'est le problème, c'est que c'est du pump and dump, quoi. Vous allez monter extrêmement, mais ça Mm. monte. C'est parce qu'il y a des gens qui ont déjà acheté des gros bags, ils font en sorte que ça monte. Il y a une communauté, ça monte, ça monte, ça monte. Puis quand c'est en haut, et que vous arrivez pour acheter, bah les mecs qui ont acheté quand le prix était 10 fois plus faible, ils vendent sur vous, en fait. Ils Mm. ça. Principe de pump and dump. Et donc, la machine est bien rodée, comme c'est illégal le pump and dump sur les marchés classiques. Mais comme c'est non régulé toujours la crypto, ça, il va à cœur joie et il y a des drames, c'est sûr. C'est sûr. Donc c'est Ouais. pour ça que faut rester prudent, faut pas penser à ces choses-là, sachant que c'était un marché de 2017-2020. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ce genre de choses. Enfin, pour moi, Ouais. j'ai pas vu de success story, on va dire, du gars qui a mis un ticket comme ça. Donc oui, aujourd'hui, faut avoir une approche consistante, réfléchie. Et voir sur plutôt 5 à 10 ans et s'assurer en 5 à 10 ans de faire x3 x4 ce qui est déjà voire plus, hein, bien sûr. Bon, moi je pense que ça sera plus, mais bon. Euh, de façon consistante, plutôt que de faire all-in sur un coin où vous allez tout perdre et peut-être qu'une chance sur 1 milliard vous allez faire le x100, sauf que vaut mieux jouer au loto. Donc en fait, Oui, 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 c'est ça. C'est ça. Limite, la probabilité de gagner est plus élevée au loto bah, qu'en c'est un fait crypto. d'ailleurs, je crois que c'est un Mm. fait, hein. Au niveau de la probabilité, trouver le coin qui vous fait faire x100 et vous rendre multimillionnaire, vaut mieux jouer au loto. Mm, mm, mm. Donc Ouais. voilà. Et même, on avait beaucoup mis en avant les mêmes coins en 2024, mais Mm. il y a une étude qui est sortie sur les gains réalisés sur les mêmes coins par les particuliers. Et en réalité, le nombre de personnes qui a gagné peut-être plus de 10 000 $, alors j'ai pas le chiffre exact, mais c'est genre 0,01%. Enfin, Ouais, c'est bah, ça m'étonne pas. quasiment personne, quoi. Quasiment personne. La plupart des gens, ils ont perdu de l'argent. Mais en fait, c'est ça que je regrette un peu dans cet écosystème, c'est qu'on va mettre en avant des réussites, et donc pour inciter les gens à venir sur le marché, mais en prenant des risques qui sont pas forcément considérés, compris Bah, par ceux qui arrivent, quoi. c'est un peu le problème qu'on a. Enfin, moi, quand j'ai repris mes études, c'est dans un milieu enfin, de la finance plus classique. Et puis, étant dans un milieu financier, même si je fais de la crypto, j'avais quand même accès à la finance plus classique. On est pris pour des rigolos à cause de ça. Alors qu'il y a des gens Ouais. sérieux, comme toi ou moi ou d'autres, hein, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, on essaye de l'être, d'apporter de la valeur et avec une approche réfléchie, vraiment une approche patrimoniale, de long terme, etc. Faire les choses bien. Mais à cause de toutes ces vendeurs un peu de rêve et qui vous promettent des choses folles qui sont pas réalisables en réalité, et à ces success stories ou à ces échecs cuisants où il y a des drames, bah les milieux crypto n'est pas forcément pris au sérieux, il fait un peu peur. Ce qui est un peu dommage, mais Ouais. bon, avec des gens, j'ai envie de dire comme nous aujourd'hui, qui démocratisons petit à petit, etc. Et qu'avec cette approche justement plus froide et plus réfléchie, en enlevant l'émotionnel, je veux dire par là, en disant froide, Mm. on essaye enfin de montrer que non, la crypto, il y a aussi des gens sérieux et qu'il y a des choses à faire de façon sérieuse.
sans prendre des risques inconsidérés. Voilà, Oui, c'est ça. L'idée, c'est de gérer son risque, quoi. C'est-à-dire qu'on est là pour c'est le plus faire important. fructifier son patrimoine, mais il faut d'abord penser à protéger son capital. Faut d'abord pas le perdre. C'est Ouais, c'est ça. exactement. Exactement. Et quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui Je donne pas de arrive sur le conseils. marché aujourd'hui? Je donne pas de conseils. Je Ouais. peux avoir des idées, mais je donne pas de conseils. Alors Euh, sans donner de conseils, quelqu'un qui voudrait euh, se lancer dans l'investissement euh, crypto et Bitcoin, euh, par quoi commencer? Commencer par la base qui est se sécuriser. Qu'est-ce qu'un portefeuille? Comment ça marche? Voilà, pour moi, c'est Mhm. l'étape 1. Et l'étape 2, c'est juste acheter du Bitcoin. Quelle que soit la manière, quand on débute, faut pas s'embêter avec du mining. On voulait parler du mining avec la partie privée, etc. Entre le spot, le trading. Quand vous connaissez pas la meilleure option, bon, après il y a des moyens d'optimiser. Je sais qu'avec mes clients, moi ce que je fais, c'est que je leur fais acheter une clé Ledger, je leur mets en place, on sécurise. Pour moi, c'est vraiment l'étape 1, c'est sécuriser. Derrière, on met un tunnel d'acquisition en achat récurrent via des plateformes, pas des Binance, pas des choses comme ça, qui sont des échanges, des SEC, donc des plateformes de trading qui sont complexes. Je trouve que c'est Mhm. trop compliqué quand on débute. Moi, j'ai eu des clients, surtout passé un certain âge, Binance, ça clignote de partout. Il y a du earning, de la DeFi, il y a tout. Et on peut faire des ICO, des launchpads, enfin, c'est un bazar. Mhm. Quand on débute, c'est trop compliqué. Donc, vous prenez un broker. Donc, juste une plateforme cachette pour vous. Moi, ce que je fais, c'est que je passe par un broker suisse. Il transforme, le client envoie des cryptos, enfin des euros qui sont automatiquement transformés en Bitcoin et livrés sur la clé Ledger. Ce qui fait un système super D'accord. simple. Donc c'est un système automatisé. Vous envoyez votre un virement hebdo ou mensuel, je sais pas moi, 100, 200, 500 euros, 1000 euros par mois, suivant vos, comment dire, votre pouvoir d'investissement. Et donc, vous accumulez du Bitcoin de façon sécurisée sur une clé. Moi, c'est ce que je fais avec mes clients. C'est voilà, c'est ce que je propose. Néanmoins, si vous êtes seul et que vous devez débuter quelque part, moi, l'idée, c'est d'avoir une plateforme simple où vous achetez du Bitcoin et vous le sécurisez. Au Mhm. début, pas forcément besoin d'acheter. Si vous achetez 20 euros par mois, c'est sûr que acheter une clé Ledger à 100 euros, pas forcément en adéquation. Mais vous débutez, vous commencez à en acheter. Et en fait, quand vous en avez, vous allez vous y intéresser, vous allez suivre les courbes, et ça va venir petit à petit. Et après, vous pouvez peut-être augmenter la valeur de votre investissement. Mais l'idée, c'est de faire des choses simples. N'allez pas sur les grosses plateformes. Parce que quand on tape crypto, investissement crypto, c'est Binance qui sort toujours parce qu'ils sont extrêmement référencés, c'est les plus gros. Mais commence pas par Binance. C'est complexe. Allez sur des plateformes françaises, il y a Bitstack et c'est bien, ça permet de stacker des bitcoins. On a, enfin bon, ceux qui me viennent en tête là, mais il y a plusieurs plateformes. Il y a une plateforme suisse aussi qui s'appelle Relais qui fait la même chose. Voilà, juste vous accumulez du Bitcoin sur votre téléphone, c'est simple. Commencer comme ça, c'est bien. Je pense que c'est bien. Mhm. Là, j'ai un ami qui me posait des questions il y a pas très longtemps. Il voulait débuter un peu de Bitcoin, il n'a pas des revenus exceptionnels, énormes. Il voulait mettre 50 euros par mois. Je lui dis, bah écoute, tu prends un petit stack, tu mets 50 euros par mois, tu verras dans un an, et puis quand on aura un petit peu, tu prendras une clé Ledger et tu transféreras, etc. Ouais. Donc voilà, ça. Mhm. Mais l'idée, c'est de faire de la simplicité, d'acheter du Bitcoin de façon à peu près sécurisée et de Ouais. pas aller sur des plateformes hyper compliquées où vous pouvez acheter du Dogecoin, du Shiba, tous les mêmes coins, vous allez vous perdre, vous allez potentiellement acheter des trucs qui vont vous perdre aussi et la plateforme en elle-même Mhm. va vous perdre. Donc voilà, simplicité. Encore une fois, même de manière générale, dans la vie, la simplicité c'est souvent ce qui est le plus dur à avoir. Ok. Et c'est ce qui est le plus efficace. Donc voilà, voilà Et- ma vision pour un débutant. ouais. Et là, au niveau de la compréhension des cycles, est-ce que c'est Mhm. utile ou pas? Ou est-ce que l'idée c'est juste d'accumuler Ouais, sans accumuler. forcément avoir une stratégie d'optimisation à revendre pour racheter? Non, non. Quand on est vraiment sur du débutant, dans un second temps, de toute façon, la première chose qu'il faut faire, c'est le faire. Quand vous en avez, vous allez vous y intéresser. Donc après, dans un second temps, vous pouvez aller chercher de la connaissance, vous optimiser, etc. Ça, c'est sûr. Mais moi, personnellement, les gens que j'accompagne, ils ont souvent pas le temps. C'est des chefs d'entreprise, des professions libérales, etc. Donc en fait, ils n'ont pas le temps de se former. Donc on est vraiment sur du simple, on accumule, on regarde dans 5 ans.
Ah bah, j'ai fait x4, bon bah super, voilà. Hmm. Par contre, si vous avez le temps, que ça vous intéresse, commencez et la connaissance va venir parce que vous allez vous y intéresser. Enfin, pour moi, c'est mécanique. Par contre, si vous y intéressez, même pendant des années, j'ai pu rencontrer des gens en événement, à droite à gauche, un notamment qui m'avait rendu, enfin, je comprenais pas en fait sa logique. Il allait dans des événements un peu partout en France et en Europe. Il payait enfin, des événements un peu en plus pour les professionnels. Lui était particulier. Hmm. Il payait des sommes, des centaines, voire des milliers d'euros Ouais. par événement, sans compter le déplacement, la nourriture, les hôtels, etc. Donc c'est un budget. Il n'avait pas investi. Et je Ouais. comprenais pas. Ouais. En fait, investis et une fois que tu auras investi, tu pourras chercher de la connaissance. Mais déjà, faut débuter. Et si on fait le chemin inverse, on peut passer des années à se renseigner. Tant qu'on fait pas le premier pas, on comprendra pas. Parce qu'il y a beaucoup c'est très pratique en réalité. Et les concepts qu'on apprend théoriques, vous les intégrerez pas si vous n'avez pas fait un échange entre deux portefeuilles, vous ne comprendrez jamais en fait comment marche la blockchain, à mon sens. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. C'est que la théorie, elle a ses limites. À un moment Ouais, donné, voilà. c'est en pratiquant qu'on apprend, hein. Ça, c'est Exactement. sûr, hein. C'est valable pour tout. C'est faut passer à l'action et c'est comme ça qu'on comprend ce qu'on apprend aussi. Exactement. Et je Et trouve qu'en crypto, c'est encore plus marqué parce qu'il y ouais, a toujours une interface qu'on n'avait pas compris, il y avait un bouton, enfin voilà, il y a beaucoup de friction dans la crypto aujourd'hui. L'expérience utilisateur est encore pas extrêmement simple. Je le vois avec mes clients. Souvent, ils me ouais. disent, bah oui, mais c'est pas demain que ça va devenir mainstream. Ils ont pas tort. Ils ont pas tort. Donc, Oui, oui, bah, justement, je voulais en parler un petit peu. Toi qui prône la décentralisation, le fait mhm, d'être propriétaire, d'être souverain de ses fonds, c'est quand exactement. même une contrainte aujourd'hui Oui, dans l'installation d'une clé Ledger, la compréhension de son utilisation et la sécurisation également, du coup, qui va avec. Parce que être souverain de ses fonds, c'est bien, mais ça implique des responsabilités, sans parler des risques, comme on a pas mal entendu parler voilà, de kidnapping, tout ça. C'est pas forcément ouais, très c'est vrai. rassurant de se dire Là, c'est j'ai ma encore. clé, j'ai mes 24 mots, mes 12 mots Ouais. qui sont. Voilà. Euh, donc, par rapport à ça, toi aujourd'hui, au niveau des portefeuilles froids, donc on appelle Mhm, les cold wallets, mhm, donc il y a Ledger, il y a des mhm. concurrents qui sont arrivés. Tu les Oui. suis, tu suis un peu ça ou tu restes sur Ledger Écoute, moi, je reste Ledger. C'est français. Bon, écoute, on est français. Voilà. C'est, on essaye c'est une belle boîte. Voilà. Après, les concurrents, ça se vaut pour avoir discuté avec des vrais bitcoiners dans la tech de Bitcoin, pour avoir discuté avec eux. Il n'y a pas vraiment de différence fondamentale entre les différents cold wallets. Ça va être plutôt au niveau expérience utilisateur que ça va changer. Mhm. Ok. Donc, non, je reste Ledger, je suis habitué à Ledger, ça fonctionne bien. Il y a eu le petit scandale avec le Ledger Recover. Après, vous l'utilisez pas, et puis voilà. Bon. Il y en a un autre là plus récent, avec la fin des mises à jour de la Nano S. En fait, Ah, ils ont annoncé que la Nano S ne serait plus sécurisée, enfin qui ferait plus les updates hmm, à partir de la fin d'année. Donc, comme enfin, il y a des développeurs indépendants qui peuvent maintenir cette mise à jour, mais ça reste risqué aujourd'hui pour les détenteurs de Nano S de garder les fonds sur la Nano S. Donc forcément, ça fait débat parce que c'est un outil que tu es censé pouvoir garder dans le temps. Et en fait, voilà, puis avec peut-être une obsolescence un peu programmée en disant, bon, bah, t'as acheté celle-là il y ouais, a 5 ans, bon, bah maintenant, maintenant on la met plus à jour, donc il faut que tu passes sur la gamme supérieure qui est également plus chère. Alors la S Plus, c'est toujours OK, parce que la S, oui, c'est vraiment la première qu'ils ont sortie. hmm, Moi, je me souviens en 2017, il y avait que ça, j'en avais acheté une S, donc j'en ai hmm, une, bon, ben voilà. Euh, mais bon, après, depuis, il y a la S+, il y a la Nano X, il y a les Stacks et autres produits qu'ils ont pu développer. Là, j'ai vu qu'ils sortaient aussi un nouveau produit pour sécuriser les 24 mots. mhm, J'ai pas creusé, j'ai juste vu passer l'info comme ça, un peu à la Tangem en fait, hein. Tangem, c'est ouais, oui, je connais. l'histoire des cartes. Voilà. Mais moi, je suis un peu comme toi. Moi, je suis plutôt Ledger. Enfin, je suis avec eux depuis le Ça début. fonctionne. C'est Bon, costaud, à part le leak de données client qu'il y a eu il y a quelques années.
leur tech, elle est quand même éprouvée pour moi. Ils Ouais. sont reconnus dans le monde entier. Voilà. Donc, quand on est curieux, pourquoi pas aller sur autre chose. Mais ouais, sinon, ça Hmm. fait quand même très bien le taf. Ouais, voilà. Comme tu l'as dit, Tangem notamment, j'avais trouvé que c'était intéressant. Je les avais rencontrés lors d'un événement. Mais bon, en réalité, eux, par contre, c'est une technologie. Si jamais l'entreprise de Tangem fait faillite, le software n'est plus forcément actif. Même si, du coup, c'était plutôt un mix entre un cold et un hot wallet. Donc bon, ça reste un petit peu gadget à mon sens. Tant qu'on a un moyen de sécuriser sur une clé froide avec les 24 mots, bon, voilà, pas besoin d'aller Mm. chercher beaucoup plus loin, à mon sens. Et c'est plutôt comment on sécurise ces 24 mots qui est important. C'est ça qui est Ouais. important, c'est pas l'outil. L'outil, bon, que ce soit un Nano S, un S+, ou notre clé, ce qui compte, c'est comment on sécurise l'acid phrase. C'est pas l'outil qu'on va utiliser pour accéder à la blockchain, à mon Ouais, ouais, sens. tout à fait. Mhm. Bien sûr. Oui, parce qu'il y a des moyens avancés, on va dire, de sécuriser ça, mais c'est pas Mm. enfin, ça, je préfère pas trop en parler en public pour des raisons de sécurité. Oui. Euh, et au niveau des hot wallets, donc les portefeuilles décentralisés qu'on peut connecter du coup à Internet, bon, les Mhm. plus connus, MetaMask, Rabi, euh, Mhm. il y en a aujourd'hui quand même beaucoup sur le marché. Ouais, ouais, ouais. Euh, Toi, je suppose que tu en utilises. C'est quoi ton portefeuille préféré? Moi, j'utilise Rabi. Avant, j'étais sur MetaMask, et quand il y a eu Rabi, je suis passé Ouais, sur Rabi. Tout simple. ok. Moi, voilà, je fais dans l'efficacité, hein. Il y a pas de, il y a pas, je vais pas chercher midi à 14 heures. Efficacité, je connecte mon Rabi avec mon Ledger. Puis voilà, après je vais faire mes opérations DeFi tranquillement sur la blockchain, sur les différentes blockchains. Voilà, tout simplement. J'ai pas Ouais, de préférence particulière. Voilà. ok, ça marche. Bien, merci beaucoup Louis pour cet échange. Merci pour cette heure que tu nous as consacrée. Pour clôturer, je te propose une petite carte blanche, un petit mot de la fin pour conclure. Si je devais conclure, ben, moi ce que je dirais c'est que c'est important d'avoir du Bitcoin. Je considère que c'est important d'avoir du Bitcoin. Bon, moi je prône le Bitcoin, quelle que soit sa forme. Moi je vous ai dit j'ai mes trois formes de Bitcoin, en spot avec du trading pour booster les perfs ou en mining pour avoir plus de vie privée. Ouais, Mais ça reste du Bitcoin. Quelle que soit la manière dont vous en avez, achetez-en, possédant, possédant, possédez-en, pardon. Je pense que c'est important pour le monde d'aujourd'hui et de demain. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va aller dans les années à venir, que ce soit monétairement ou même de manière générale. mm, Les temps sont un peu en crise, on va dire, malheureusement. Donc avoir un peu de souveraineté monétaire, c'est important. Bitcoin est pour moi aujourd'hui, avec l'or, les deux sont les deux seuls moyens d'en détenir. Sauf que mm. Bitcoin est beaucoup plus facile à transporter, ce qui fait toute la différence. Beaucoup plus facile à transporter et à échanger. Et à échanger, tout Mm, à fait. mm, Et je confirme, hein, comme j'ai été dans les boutiques d'achat-revente, je vous confirme que c'est pas si simple de revendre au bon prix à la bonne personne, etc. mm. Oui, faut détenir du Bitcoin, quelle qu'en soit la manière. Comme je vous dis, j'ai mes trois approches, mining, spot ou trading. Voilà, je vais pas prendre plus de temps. Voilà, pour conclure, faut acheter un peu de Bitcoin, ça vous sera utile à un moment dans votre vie, je pense, que ça soit en termes de valorisation ou en termes d'utilisation peut-être plus, plus terre à terre pour des échanges de valeurs. Enfin, on sait pas où le monde va nous mener. Voilà, Ouais. Dac, ben, merci beaucoup encore une fois. Et mais je t'en puis au prie. plaisir Merci de m'avoir accueilli, c'était un d'échanger plaisir. avec toi. On se retrouve dans 2 ou 3 ans, une fois qu'on aura eu du coup qu'on aura vu les performances de 2026 et 2027 pour voir du coup si la cyclicité se répète. Ce sera un plaisir d'en reparler avec toi. Avec plaisir. Et voilà, du coup, je vous dis à tous à bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Merci, au revoir.